France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Race et République, histoire d'un tabou français. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le 26 août 1789, en pleine Révolution, quand est adoptée définitivement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France n'est pas une république, elle est une monarchie en passe de devenir constitutionnelle. La République n'arrive qu'en septembre 1792. En tout cas, la question de la distinction raciale paraît réglée puisque les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais l'esclavage, lui, n'est pas aboli. Vous avez brisé vos fers. Aidez-nous à briser les nôtres. Et si vous suivez ces hommes, vous aurez à vous en repentir. La Convention nationale décrète que l'esclavage est aboli dans toute l'étendue du territoire de la République. Tous les hommes, sans distinction de couleur, jouissent des droits de citoyens français. Les représentants des colons restent muets sur un banc. Ils n'étaient pas venus pour ça. Ah non. La France proclame la liberté des esclaves et Toussaint Louverture se chargera de la faire respecter. Toujours se battre, évidemment. C'est un écho au présent, avec ici cette évocation qui va nous conduire à réfléchir à la race, à la République, cette histoire d'un tabou français avec vous. Carole Reynaud-Paligot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Delphine Gardet, bonjour. Bonjour. Historienne, sociologue, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Genève. Pour ouvrir cette émission, j'évoquais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du mois d'août 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La question des distinctions selon la couleur de peau est désormais réglée. Carole Reynaud-Paligot, évidemment que non. C'est un peu plus compliqué, oui. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours une entreprise de domination coloniale qui impose donc une inégalité de traitement entre les populations colonisées, qu'on appelle alors les indigènes, et les citoyens français, exclusivement masculins. Donc l'égalité dans les faits, elle est loin d'être là. Et en fait, elle est nourrie par des représentations inégalitaires qui se sont mises en place progressivement. Donc c'est à ce moment-là que les représentations négatives sur certaines populations s'enracinent dans la culture. Et c'est aussi à ce moment-là que se développe cette science des races. Des sciences, une science qui a une visée proprement scientifique, une visée classificatoire, il faut ordonner le monde, mais qui s'inscrit dans la République, cette troisième République qui se met en place, elle aussi très progressivement dans les années 1870-1880. Donc c'est cette cristallisation-là entre le développement d'une science avec sa propre logique classificatoire scientifique, mais aussi le développement d'une République coloniale. C'est ces deux contextes scientifiques et politiques qui se croisent et qui aboutissent à une vision extrêmement inégalitaire et hiérarchisante de ce qu'on va appeler les races humaines. Carole Reynaud-Paligot, merci de mettre beaucoup de temporalité sur cette question-là. Vous êtes l'autrice de La République raciale, une histoire parce que, bien sûr, c'est un phénomène qui touche à plusieurs générations. Le XVIIIe siècle, ce moment où la classification et ce racisme se mettent en place, fait que des individus grandissent avec cette idée-là. Ce sont ceux qu'on va retrouver aux affaires bien plus tard. Et puis, ce racisme du XIXe siècle va faire que les petits gamins qui ont grandi dans cette idée-là vont être au pouvoir sous la Troisième République à la fin du XIXe siècle et vont porter cela. Delphine Gardet, quand vous écrivez Le corps noir de la République, de l'esclave au député, 1789-1946, c'est vraiment cette histoire sur un temps long. On peut s'arrêter à des moments, mais prendre l'ampleur du phénomène permet de saisir ces évolutions et plutôt comment tout est relié et saisir en fait comment se met en place cette vision raciale même sous la République. Oui, sans doute. 89 est un acte inaugural, c'est un moment de promesse, bien sûr, d'émancipation, mais c'est une promesse qui ne va pas être accomplie pour toutes et pour tous. D'abord toutes, les femmes sont exclues de cette république qui s'instaure plusieurs fois comme une république des frères. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la façon dont
au sein de la gente masculine, qui peut être admis dans la communauté des semblables, dans cet empire dont hérite la Révolution, ce sont les vieilles colonies de la monarchie. Donc il y a un empire qui est régi par un système plantationnaire issu de la traite transatlantique, avec donc toute une série d'intérêts commerciaux extrêmement importants pour la richesse monarchique et aussi pour la République qui en hérite. Et donc la question, c'est de savoir finalement à l'épreuve des principes, que se passe-t-il ? Comment peut-on faire République avec empire ? Et cette question, elle démarre bien sûr avec la Révolution. Et il y a, comme pour la question du genre, avec la question de la race, à la fois une potentialité, une possibilité qui ne sera réalisée et accomplie que de façon ponctuelle et soutenue finalement par une minorité d'acteurs au sein même de l'esprit républicain ou radical. Et pour l'essentiel, on peut dire que pendant le moment révolutionnaire, la liberté, elle est donc soutenue par quelques acteurs, l'abbé Grégoire, ou par exemple, certains girondins, anti-esclavagistes, mais elle est finalement pas défendue puisque les révolutionnaires souhaitent préserver la possibilité de l'accomplissement républicain dans l'Hexagone. C'est une priorité, c'est une urgence, c'est une nécessité. Et les colonies passent au second plan. Ça peut être un risque que d'étendre cette question de l'accomplissement aux colonies. Donc se battre ici et maintenant pour la métropole, attendre ou différer, perdre les colonies le cas échéant si on ne peut pas accomplir le projet républicain. C'est toute l'ambivalence de la phrase de Robespierre, périssent les colonies, si on ne peut pas finalement faire vivre l'idéal humaniste et républicain ailleurs. Et on peut dire que ce sont en partie, grandement, les esclaves eux-mêmes qui, à Saint-Domingue, par leur révolte, vont accélérer, en fait, le processus émancipatoire et vont, dans des pratiques d'autodétermination, finalement, contraindre à Paris à prendre la mesure de ce qui est à court et à accepter une transformation. Ce qui se passe en France, en métropole, est observé évidemment dans le monde entier d'ailleurs, mais la République, et puis très vite l'abolition de l'esclavage, enfin très vite, ça se compte en années, très vite quand on regarde la chronologie, quand on est soi-même concerné et que l'on vit les événements, c'est très long en réalité, pour ceux qui observent cela depuis les colonies. Oui, la nouvelle finalement de la liberté parvient aux colonies et les libres de couleur, donc ceux qui sont libres par le statut du père et marqués par la couleur du fait de la mère ou de concubinage ou d'alliance ou d'abus sexuels qui ont créé des lignées de descendants métis ou mulâtres, comme on disait en ce temps, se sont en ascension sociale et politique économique dans la société coloniale, plantationnaire, et eux ont des ressources culturelles, économiques, pour demander des droits. Et c'est eux qui les demandent en premier. Et ces libres, parfois, sont contre les esclaves, qu'ils considèrent quand même comme des sous-hommes, comme le reste de la population. Donc les agendas ne sont pas les mêmes. Les libres portent en premier leur doléance. Ils sont entendus en premier. Mais c'est vraiment par le soulèvement, le marronnage qui se passe à Saint-Domingue, donc avec le risque pour les républicains de perdre Saint-Domingue, puisque c'est vraiment de la géostratégie. Il y a les Anglais, il y a des blocus maritimes, il y a les royalistes, les planteurs, les monarchistes qui essayent de profiter du désordre pour reprendre contre les autorités républicaines Saint-Domingue, que Santonax finalement et Paul Vérel, les deux commissaires républicains qui se trouvent être d'ardents abolitionnistes, décrètent l'abolition et libèrent 10 000 hommes et femmes et enfants pour éviter de perdre ce qui est considéré comme le plus bel atout de l'empire colonial français. Ah oui, parce que Saint-Domingue, c'est vrai que c'est la richesse aussi, et puis c'est un symbole très fort, et on l'entend bien dans cette rivalité internationale qui existe avec les Britanniques, les Anglais, là, qui sont juste à côté, qui lorgnent ces îles. Il y a un équilibre qui est un équilibre social, économique et politique, au sens où ces libertés-là sont portées aussi
comme un message politique. Et ce que j'entends surtout dans ce que vous nous dites, Delphine Gardès, c'est qu'il y a de la part des individus les plus concernés la volonté d'agir. Et cette libération de l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui c'est Haïti, la République dominicaine, cette libération-là, elle est portée par les gens qui sont concernés par ces formes de domination, par le racisme. Bien sûr. Et on doit peut-être juste rappeler aussi que les milices armées, par le roi, il a existé des milices libres de couleur et d'esclaves qui sont affranchis en partie par le port des armes. Et donc on a aussi des hommes en armes. Des hommes qui étaient socialisés au port des armes, d'abord dans le cadre des milices royales, puis au bénéfice de la République. Et donc évidemment, comme disent certains historiens, donner des armes à des subalternes, à ceux qu'on maintient dans une domination écrasante, c'est un risque. Et ce risque, évidemment, se retourne contre le gouvernement, contre l'État français, contre la métropole. Mais ça relève aussi de ce qui caractérise la Révolution française, une citoyenneté en armes. En ce sens, les esclaves aussi participent de cette forme de définition d'une virilité en armes, d'affirmation. Avec cette première abolition de l'esclavage en 1794. Qui entérine, les députés, la délégation des députés arrive à Paris à l'issue de 4 mois d'un beau gris, de très rocambolesque. Ils sont empêchés, arrêtés, mis en prison, attaqués par les pirates à la solde des Anglais ou des royalistes. Et quand ils se présentent, au fond, c'est vraiment la représentation, l'incarnation de mandat, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent se présenter et qu'ils soient reconnus aux portes de la Convention, témoignent par leur présence de la reconnaissance déjà de la légitimité de leur mandat et donc de l'abolition qui a eu lieu en fait. Et c'est dans le jour qui suit que la Convention vote l'abolition et la liberté générale. Une fois l'abolition obtenue, et puis c'est vrai qu'ici on pourrait citer sans souci Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, ces hommes qui ont pu combattre et qui ont su lever les populations. L'abolition est là, l'esclavage est aboli, l'égalité. Et là, faut agir politiquement. Est-ce que dès lors la porte est ouverte pour ces hommes, et je l'entends bien, ces femmes non, parce qu'elles sont exclues du monde politique, est-ce qu'il est possible d'avoir une voix politique ? Oui, c'est toute l'incroyable histoire et promesse de cette idée d'une assimilation totale. C'est Jean-Pierre Sainton, ce grand historien de la Guadeloupe, qui dit on passe en fait de l'état d'esclavage, cette mort sociale, à l'état de citoyen et de représentant. Et là, il y a quelque chose qui est unique dans l'histoire mondiale, on doit le dire. Alors, c'est quelque chose dont la France peut se prévaloir, dans toutes choses égales par ailleurs, mais qui malheureusement va, comme vous l'avez indiqué, avec ce qui va se produire ensuite, ne s'étendra pas à d'autres espaces coloniaux. C'est-à-dire, c'est rejoué en 1848, mais sous la Troisième République, c'est terminé, parce qu'on est dans un autre âge impérial et colonial, et là, on ne donnera jamais ceux qui vont être définis comme indigènes, les droits qui ont été accordés, qui ont été acquis, arrachés, et finalement aussi octroyés à ceux qui étaient dans l'esclavage. Donc il y a un double standard, en fait, entre le système des vieilles colonies et le système plantationnaire et le nouvel âge colonial. Donc il n'y a pas de progrès en histoire. C'est vrai. Ni en République. Carole Reynaud-Paligo, donc vous confirmez... Tout à fait, oui. En fait, il y a une contradiction entre les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et le système colonial, mais on pourrait dire aussi et le système patriarcal, puisque finalement les femmes sont exclues de la représentation politique, parce qu'il y a un système patriarcal qui est très présent, parce qu'il y a des représentations différenciées des femmes et des hommes, et tout ça fige les identités. Et on peut faire un parallèle avec le système colonial aussi, puisque là aussi, il y a des intérêts économiques qui sont en jeu, bien sûr, mais il y a aussi des représentations qui accompagnent cette domination coloniale et qui fige les identités. Et c'est dans ce contexte-là que la science des races arrive avec une démarche proprement scientifique, classificatoire, mais qui baigne dans cette culture coloniale et qui produit finalement une culture raciale qui va figer les identités et pas complètement exclure, parce que sinon c'est renoncer à la République. Si on exclut la République, elle est universaliste, donc elle va laisser passer quelques ascensions sociales, quelques ascensions politiques, mais en restreignant le plus possible les droits
et les ascensions sociales pour maintenir un système colonial, puisque si on donne des droits à tout le monde et qu'on prêche dans les écoles l'égalité et la fraternité, on remet en cause le système colonial. Donc les républicains, ils ont essayé de naviguer entre les deux, entre ces valeurs qu'ils portaient, mais cette restriction très importante de ces valeurs sur le terrain colonial et à l'égard des femmes. La première abolition, nous l'avons dit, c'est 1794, qui en fait entérine l'abolition de fait qui a eu lieu l'année précédente, avec Delphine Gardet, des figures ici qui apparaissent parce que c'est une histoire incarnée avec des noms qui sont mis en avant. Pouvez-vous nous présenter l'homme qui est représenté en couverture de votre ouvrage « Le corps noir de la République » publié chez Textuel. Il a une écharpe tricolore à la ceinture. Oui, c'est Jean-Baptiste Bellé qui a été peint donc par Girodet, un élève de David. Et donc c'est une double première, puisque c'est une première en histoire de l'art. C'est le premier portrait en pied d'un homme non blanc, d'un homme de couleur, donc en majesté, dans l'exercice de sa fonction. Et puis Bellé, alors on peut le discuter, mais c'est le premier député issu de l'esclavage. Il y a un autre député qui est martiniquais, qui arrive avant Bellé, c'est Janvier Litté. Mais Janvier Litté appartient à l'élite des libres de couleur. Il est très très lié au système plantationnaire. Il ne sera jamais abolitionniste. Donc en fait, on voit ici que la couleur ne détermine pas la position. En fait, dans cette société plantationnaire, il y a des hiérarchies de statuts juridiques et de couleurs. Bellé, lui, appartient vraiment à la classe la plus basse, celle qu'on appelle les bossales. On pense, donc il y a des divergences d'interprétation, et lui-même a dit des choses différentes, qu'il a été transplanté du Sénégal à l'âge de 3 ans, et qu'il a donc été sans doute affranchi individuellement en tant que milicien des armées. Il a acquis la liberté personnellement. Donc, quand il arrive il n'est pas affranchi par l'acte du décret de Sontonax, mais il provient, en fait, de la couche la plus basse de la société plantationnaire. Litté, lui, appartient à une branche, on pourrait dire mésalier, ou une branche secondaire, puisque ces grands négociants, planteurs, colons blancs, avaient entretenu des concubines, avec les servantes esclaves domestiques, et avaient donc des branches secondes, de descendants, qui ont nourri cet espace intermédiaire de la couche intermédiaire des libres. Avec, en écho à ce que vous venez de dire, une réflexion également sur ces populations autres et diverses. C'est-à-dire que socialement, parler du monde des esclaves n'a pas grand sens. C'est une société complexe. Et ça, Carole Reynaud-Paligot, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte au moment de réfléchir au rapport entre la République et les races. Ce rapport-là, c'est aussi un rapport social. C'est-à-dire que dans une lecture raciste de la société coloniale, il y a quand même des différences à l'intérieur de cette société. Il y a des élites et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Oui, tout à fait. Ça, c'était intéressant d'affiner les analyses et d'intégrer une dimension d'histoire sociale, parce qu'on voit que le traitement à l'égard des populations colonisées n'a pas été le même selon le positionnement social des personnes. Et dans le domaine scolaire, c'est particulièrement flagrant, puisque j'ai été assez surprise de voir que la méritocratie républicaine était un peu mise à l'écart et que c'était les enfants de notables ou les enfants des élites colonisées qu'il fallait instruire et scolariser en priorité. Donc la lecture sociale, elle est toujours très présente dans l'histoire républicaine. La Première République se met en place en 1792. Elle ne supporte pas l'arrivée d'un empereur qui est Napoléon, qui mêle un petit peu son empire avec la République dans un premier temps. Et c'est en 1848 que de nouveau la France se fait république. Et cette France républicaine abolit l'esclavage. Citoyens représentants, je n'aurais jamais eu la prétention de monter à la tribune, parce que ma faible capacité me le défendait. Mais aujourd'hui, j'y suis obligé, et je parais devant vous comme le gage de l'union et comme le drapeau de la fraternité. Je viens remercier la France de la liberté qu'elle a donnée à mes frères, car c'était le seul poids qui restait à la nation française. Citoyens représentants, oui, je remercie tous les abolitionnistes, car vos noms sont vénérés dans le cœur de ma race. La signature que vous avez apposée sur l'acte sacré de l'émancipation vous servira de certificat de conscience là-haut, devant le tribunal céleste. Il n'y a plus de couleur.
Thomas Beau qui nous lisait ici l'intervention de Louisy Mathieu à l'Assemblée nationale constituante en 1848. Louisy Mathieu, député de la Guadeloupe, en 1848. Delphine Gardet, là aussi, ce moment 1848, en écho à ce qu'on a dit avec la Première République, c'est une nouvelle abolition de l'esclavage qui avait été rétablie par Napoléon Bonaparte, abolition de l'esclavage, et donc arrivé à l'Assemblée de députés noirs. Alors là, c'est un député guadeloupéen, mais c'est vraiment cette idée-là des représentants de ces territoires des colonies, en fait. Oui, en fait, les républiques reprennent toujours ce qui s'est passé, la République d'avant, et essayent de maintenir le fil, de renouer avec le fil historique de ce qui a eu lieu. Et donc, avec l'abolition de Schœlcher, et Arago et Schœlcher, ce décret, et on n'attend pas en fait de rassembler l'Assemblée nationale constituante parce que Schœlcher pense que c'est un risque. Il dit il faut vraiment décréter ici et maintenant vite l'abolition. Et donc il y a l'émancipation de l'ensemble des esclaves, donc toujours hommes, femmes et enfants. Là, tout le monde est émancipé et on établit à la hâte les listes d'état civil pour donner un patronyme à l'ensemble de ceux qui étaient sans personnalité civile, hein, puisqu'ils étaient propriétés, ils étaient biens d'un maître. Et donc, ils acquièrent une identité personnelle. Et sur la base de ces registres d'état civil, on va créer les listes électorales. Et donc, de la même façon que ce qui s'était passé pendant la Révolution française, on organise à la hâte des élections aux Antilles françaises, donc Martinique, Guadeloupe, Réunion, mais aussi au Sénégal. On pourra peut-être y revenir. Et des députés sont envoyés, hein. Donc là encore, Louisy Mathieu est le seul issu de l'affranchissement de 48. La plupart des députés non blancs et colonisés qui siègent en 48 sont généralement d'anciens libres. Ils ont été affranchis, ou ils sont nés affranchis, de parents affranchis. Je pense à Pierre-Marie Pori-Papy, qui joue un rôle très important, qui est un législateur, mais aussi un juriste, qui a été maire de Saint-Pierre, puisque là, il y a toute cette polémique sur les maires. Donc, souvent aussi, ils emportent le pouvoir local. Dans le mouvement d'insurrection, il y a une insurrection à la Martinique, ce qui fait que la date d'abolition de la Martinique est pas la même, et était une fête nationale le 22 mai, qui n'est pas le jour officiel de la déclaration de l'abolition de l'esclavage pour l'ensemble de la métropole. Ça a été un moment fort d'établir cette date comme une date singulière, parce que les Martiniquais, là encore, se sont insurgés. Donc, autour de Pierre-Marie Pori-Papy, on prend la mairie de Saint-Pierre. Il va être élu, et puis donc, ils sont en fait, Louisy Mathieu, lui, est un suppléant de Schœlcher. Parce qu'on avait droit aux candidatures multiples. Lamartine s'était présenté dans 9 départements de France pour faire gagner la République. Et Schœlcher, lui, se présente aussi dans de nombreux endroits. Il prend un mandat et il cède la place à un second. C'est Louisy Mathieu, qui est un ancien typographe. Un ancien typographe pour la Révolution de 1848, le symbole est fort, voilà. Sachant combien ces typographes ont été actifs avec ici des députés noirs à l'Assemblée. Comment cela est-il perçu ? Delphine Gardet, c'est toujours très difficile d'étudier ici la réception comme ça d'images très fortes qui sont le résultat d'un combat politique, bien sûr, évidemment, et qui sont aussi un symbole. Est-ce que cela est quelque chose qui est particulièrement noté ? Est-ce que tout le monde se met à parler de dire rien député noir ? Et merci aussi d'avoir souligné que ce pouvoir peut être local, notamment dans le cas des maires. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas cherché, donc même du point de vue de l'illustration dans le livre, nous avons fait le choix éditorial de ne pas publier beaucoup d'illustrations racistes, parce que il y en a évidemment, et c'est la réalité à laquelle se confrontent ces élus, mais nous ne voulions pas d'un livre qui serait beau, puisqu'il y a quand même des documents et des images, qui fasse la promotion en quelque sorte de ces images. On en a donc quelques-unes à titre exemplaire pour que le lecteur, la lectrice se rende compte de ce à quoi étaient confrontées ces personnes. Et en particulier, il y a eu beaucoup de caricatures racistes qui ont été faites sur donc son nom m'échappe là à l'instant, un avocat abolitionniste blanc de l'entre-deux-guerres qui lui était sans cesse caricaturé en noir pour être dévalorisé sous la monarchie de Juillet jusqu'à 1840-48. Il était, en fait, c'était une façon de le discréditer. Donc ça en dit long. Il y a quelques caricatures que nous présentons. Il faudrait faire un travail spécifique, je crois, pour regarder pour 48, reprendre les sources, les dires, la haine éventuelle qui se...
Là, on a vraiment quand même un mouvement d'utopie. Il n'y a plus de couleur. Ces hommes sont persuadés que quelque chose s'accomplit. Donc, ils participent de l'espoir républicain. Dans ce que vous dites là, effectivement, il y a des caricatures liées à l'univers politique, mais, et ça vaut sur un temps beaucoup plus long, il y a aussi ces caricatures-là qui s'insèrent dans une image générale de la société. Le racisme ne concerne pas uniquement les gens noirs en politique, ça concerne l'ensemble des Noirs. Alors, je parle de cela parce que la couleur est souvent mise en avant dans ces caricatures, et ça reprend ce que vous disiez, Carole Reynaud-Paligot, cette lecture pseudo-scientifique du monde avec cette volonté de caricaturer en fait les gens. Mais l'ensemble de la société est baigné de cela, et dès lors, ce n'est pas étonnant que le monde politique s'en ressente. Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut... Enfin, j'ai utilisé le terme dans les plusieurs livres que j'ai consacrés à cette histoire-là, de culture raciale. Parce que c'est pas seulement la politique, c'est pas seulement la science, c'est aussi les représentations, les imaginaires. Ça passe par la littérature, avec Pierre Loti, notamment. On parle beaucoup de Pierre Loti, mais on oublie un peu ses descriptions et ses métaphores simiennes qu'il a consacrées à ses héroïnes africaines. Voilà, donc toute la culture de l'époque, par différents canaux, les expositions coloniales, les expositions universelles, les manuels scolaires qui présentaient les différentes races humaines et qui, jusqu'aux années 1930, affirmaient que les races étaient inégales, que la race blanche était supérieure aux autres. Voilà, toute cette culture raciale a imprégné les imaginaires et a nourri finalement aussi les discours politiques de domination coloniale. Prenons un manuel scolaire 1885. Alors, pas n'importe quel manuel scolaire, parce que c'est un ouvrage écrit par Paul Bert. Paul Bert qui demeure une référence aussi pour l'école de la République. Ce manuel, ce sont les premières notions de zoologie, lecture à l'usage des élèves et des établissements secondaires, des écoles normales primaires et écoles primaires supérieures. Lecture. Les nègres peu intelligents n'ont jamais bâti que des huttes. Ils n'ont point d'industrie. La culture de la terre est chez eux au maximum de simplicité. Ce ne sont pas cependant les derniers des hommes. Il faut mettre après eux comme intelligence les petites races d'hommes qui habitent les régions les plus inaccessibles de l'Afrique. Au-dessus du nègre, nous élèverons l'homme à la peau jaunâtre. Il a fondé de grands empires, créé une civilisation fort avancée, mais tout cela nous semble de nos jours tomber en décadence. Ceux des deux Amériques n'en sont pas très éloignés. Mais la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire ou à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons. C'est la race blanche. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Delphine Gardet, dans le cours de l'histoire, nous avons cette même attention, celle que vous venez d'évoquer, au moment de diffuser des documents de ce type-là, tout comme vous mettez des caricatures racistes dans le livre, mais en faisant bien attention à les contextualiser, parce qu'il faut aussi montrer ce que c'était. Honnêtement, on ne se l'imagine pas, et je pense aux plus jeunes générations, avec le décalage temporel, on ne s'imagine pas la netteté, la précision, la certitude de tels propos. Carole Reynaud-Paligot, quand vous écrivez l'école-colonie ou la République raciale, nous sommes avec des gens, c'est un manuel scolaire, qui sont formés avec ces idées-là dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait. Donc on imagine le poids de ces imaginaires. Et la dimension chronologique, elle est intéressante, puisque ce manuel paraît en 1880. Il est réédité pendant plusieurs décennies, jusqu'à la dernière édition date des années 1930. Donc on voit bien la profondeur historique et toutes les différentes générations qui ont été baignées à ces imaginaires-là. Donc on voit encore aujourd'hui ce qui nous en reste. Mais c'est sûr que ça nous laisse un peu sans voix, de voir comment la hiérarchisation est brutale et affirmée sans aucune nuance. Et on rentre bien dans ce monde de représentation extrêmement inégalitaire. Alors évidemment, nous, on qualifie ça de raciste, mais il faut quand même faire un petit point sur le terme. C'est-à-dire qu'il est anachronique, à l'époque, il n'est pas utilisé. On commence à voir apparaître quelques occurrences à la fin du 19e siècle, mais dans un sens très différent. Ce terme s'utilise surtout dans les années 1920 et 1930 pour désigner les idées raciales nazies. Donc, le racisme à l'époque, c'est la hiérarchisation entre les Nordiques, les Aryens, et les autres races européennes, slaves, méditerranéennes, telles que la science nous le dit à l'époque.
Mais par contre, donc on peut très bien être antiraciste dans les années 1920 et 30 en dénonçant le nazisme, mais en continuant à professer un racisme de couleur, parce que l'idée de hiérarchie entre les races blanches et noires, elle reste encore très prégnante jusqu'à finalement les années 1950-1960, dans un nouveau contexte de décolonisation. Donc il faut faire attention quand on utilise le terme racisme, et on peut très bien nommer les choses, évoquer les pensées hiérarchisantes, inégalitaires, pour éviter un peu l'ambiguïté du terme de racisme à l'époque, donc fin 19e, début 20e siècle. Oui, parce que bien sûr, ici, les mots ont une histoire, et alors surtout dans cette histoire qui nous intéresse, celle du lien entre la République et la race, la chronologie est évidente. La Première République, c'est sous la Révolution française. La Deuxième République, c'est en 1848. Ça dure pas bien longtemps, parce que dès 1852, c'est de nouveau un empire avec un autre Napoléon, c'est Napoléon III. Et en 1870, quand la République est proclamée, Delphine Gardet, en fait, on sent bien que cette histoire qui nous intéresse de race et république est liée à la notion régime de république, mais pas seulement, parce que vu que ça baigne l'ensemble de la société, j'ai presque envie de dire, quel que soit le type de régime, le regard porté sur l'autre, quelle que soit sa couleur, demeure le même. Oui, alors moi j'ai moins travaillé, enfin je n'ai pas travaillé comme ma collègue vraiment sur la question du point de vue de la race. En revanche, je me suis posé la question plutôt du statut de colonisé, c'est-à-dire au fond dans quelle mesure la République est capable ou non d'admettre ceux qu'elle définit d'abord comme des esclaves dans le système plantationnaire, mais puis après comme des dominés ou des sujets qui vont devenir des Français, qu'on pense donc si on revient à l'Algérie, qui fait la barrière entre puisque début de colonisation 1830, le Senatus Consulte de Napoléon III 1865 qui crée l'indigénat, et puis donc qui n'est pas démenti par les républicains. Et dans cette catégorie de l'indigénat, on a à la fois ceux qu'on appelle les Israélites et puis les musulmans. Et donc eux sont, alors les Algériens sont dès 1848. Il y a l'Algérie, c'est 3 départements, donc on pourrait dire, du coup la continuité républicaine doit s'établir, c'est-à-dire on a des circonscriptions puisqu'on a des départements, donc on a des Français, ce sont des Français, mais on va donc inventer avec l'Algérie des Français non citoyens. Ce qu'on n'a pas fait avant pour les hommes avec les Antillais, les Réunionnais, les Guyanais. On a fait des Français et des citoyens. Et on en refait des Français et des citoyens de tous ces hommes de l'Ancien Empire avec le retour de la République, mais pour ce qui concerne des nouvelles colonies, on pourrait dire, du nouvel empire, Algérie et suivant, Indochine, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Nouvelle-Calédonie, c'est l'indigénat qui se décline comme le statut juridique d'une subalternité caractéristique de privation de droits civils, politiques, avec en plus le code de l'indigénat qui est aussi un régime d'exception du point de vue de la justice, enfin de l'exercice de la punition. Donc on a ainsi une bifurcation. Et d'une certaine façon, la Troisième République, celle qui s'établit, celle qui prétend le plus, celle qui a le temps de vivre, c'est aussi celle qui est la plus discriminante, et parce qu'elle justement, comme elle est au moment de la conquête coloniale la plus importante, elle ne va jamais accorder à ses sujets le risque, d'avoir des droits qui, en rapport de proportion et de territoire, serait au détriment de la métropole et mettrait en cause l'ensemble des bénéfices d'exploitation, d'expropriation pour l'Algérie, de la domination coloniale elle-même. Et dans le discours politique, bien sûr, tout cela se ressent. Nous étions avec le manuel scolaire de Paul Bert en 1885. Nous restons en 1885 avec un discours dans un autre registre. Cette fois-ci, c'est Jules Ferry, député de Paris. Un long discours sur la politique coloniale de la France à la Chambre des députés. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. De nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. Est-ce que vous pouvez nier ? Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et moral, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ?
Carole Reynaud-Paligot, le manuel scolaire le dit. Jules Ferry le dit aussi. Il est impossible d'échapper à cette lecture raciste du monde à ce moment-là. Il y a bien sûr, et c'est toujours important de le souligner, ces contre-exemples qui nous mettent en avant ici des modes de pensée qui font qu'il était possible d'être antiraciste. Mais c'est en marche parce qu'on voit bien qu'il y a une domination de cette pensée-là partout. Oui, alors Jules Ferry la montre très bien comment il combine, comment cette Troisième République tente de combiner un discours universaliste. On apporte la civilisation, alors en même temps un discours extrêmement patriarcal, on apporte nous, mais il y a bien quand même cette idée d'universalisme. Ils ont eux aussi, ces populations colonisées, vont avoir accès à l'universalisme républicain, mais en même temps une très forte hiérarchisation avec l'idée qu'il y a des races supérieures et que cette idée est très consensuelle et très peu discutée à l'époque. D'une supériorité de la culture, de la civilisation européenne. Donc voilà, cette contradiction que j'ai soulignée tout à l'heure, là, elle essaye de se résoudre à travers on apporte la civilisation, mais on domine. Voilà, donc ça se justifie et ça se nourrit et ça s'inscrit finalement, ça se développe dans une rhétorique républicaine qui va sans cesse mettre en avant, nous, on apporte des choses, on apporte la civilisation. Alors on sait qu'on a beaucoup de travaux sur l'histoire coloniale qui se sont développés depuis quelques décennies et on sait qu'évidemment la civilisation qui a été apportée, elle a été finalement assez réduite. Bon, moi j'ai travaillé sur l'école et on voit bien comment il y a eu un système scolaire extrêmement réduit, peu ambitieux, qui ségréguait les enfants de colonisés et les enfants de colons européens. Donc évidemment, il faut nuancer cet apport, mais tout ce qui nous intéresse ici, c'est que cette rhétorique républicaine s'inscrit dans une idée à la fois racialiste, différentialiste. On est différent, on a des cultures différentes, on a des cerveaux différents, nous dit Albert Sarraut, le ministre des colonies. Donc, les enfants africains ne sont pas prêts à absorber notre culture parce que leur cerveau n'est pas assez mature. Donc, ça se biologise, ça se naturalise, ces discours, et ça produit un différentialisme qui finalement justifie la privation des droits et toutes les restrictions aux libertés qui ont été mises en place sous cette très longue République. Auditeurs, auditrices du cours de l'histoire nous écoutent, évidemment, ils sont auditeurs et auditrices, mais nous écrivent aussi pour nous dire que même sur le territoire français, il y a ce racisme-là en métropole avec le peuple rom, par exemple, qui est victime de racisme en métropole. C'est-à-dire que ce racisme-là prend des formes différentes. C'est sa complexité aussi. Le racisme vaut pour toutes les formes de discrimination. Ce n'est pas exactement le même envers les populations noires d'Afrique, envers les populations noires des anciennes colonies, envers les musulmans arabes ou berbères d'Algérie et envers les Roms également. Ce racisme-là est multiforme et surtout il paraît comme une évidence. Il apparaît dans les caricatures, Delphine Gardet, il apparaît dans la littérature, il apparaît un peu partout. La République compose très bien avec tout cela. Alors pour l'humour, c'est toujours complexe parce que c'est de l'humour, donc on ne peut pas y aller. Et dans le même temps, il y a des personnages noirs à l'Assemblée qui est là aussi comme pour légitimer et de dire ben oui mais regardez, il y a une ouverture parce que vous le montrez bien dans le corps noir de la République, il y a des noirs qui sont élus, donc la République n'est pas raciste. Oui, au fond, sous la Troisième République, on a à peu près une trentaine d'élus en provenance des Antilles. D'abord Martinique-Guadeloupe, puis Guyane. Gaston Monnerville étant le premier député non blanc de la Guyane, qui est élu en 1934 et qui va jouer un rôle politique très important dans l'histoire des institutions politiques françaises, puisqu'il sera le président de l'équivalent du Sénat pendant toute la 4e République. Alors, il avait un petit peu des problèmes d'assises électorales et donc il ne sera plus à ce moment-là sénateur de Guyane, mais sénateur du Lot. Il s'implante et il se fait réélire dans le Lot. Mais c'est quand même, il est le 3e personnage de l'État. C'est quand même quelque chose. Quand on pense aujourd'hui à ce qui semble être
finalement, on devrait avoir honte d'avoir si peu d'élus représentants des diversités de la société française contemporaine. Et donc, on doit se réjouir de leur avènement à tous les mandats électifs locaux ou nationaux. Mais on doit aussi se souvenir, et c'est le travail c'est ce que je me propose de faire pour donner, comme pour l'histoire des femmes et du genre, des exemples, c'est-à-dire dire qu'il y a eu quand même des personnalités qui ont cru dans la possibilité de transformer, par exemple, le rapport colonial en faisant le pari de se présenter et d'avoir un rôle au sein des institutions républicaines françaises. Ça va être le cas, bien sûr, de Senghor ou de Césaire, en fin de la période que moi j'étudie, qui se font élire en 1945, Césaire sur une liste communiste, Senghor comme socialiste, et qui ont un projet intellectuel, philosophique, constitutionnel, puisqu'il joue un rôle très important avec Monnerville dans la rédaction de la Constitution de 45. Malheureusement, elle est rejetée par les Français. C'est 46 qui est moins avantageuse pour la situation décolonisée qui va l'emporter, mais il joue en fait un rôle de premier plan normatif, constitutionnel, intellectuel, philosophique, et bien entendu, on connaît donc leur portée comme écrivain, mais on doit rappeler aussi qu'ils croient dans la possibilité de transformer cette République française depuis l'intérieur. La génération, déjà dans les années 20, la génération d'autres, ceux qui les suivent, n'y croient plus et vont radicaliser. Ça va être le chemin des indépendances. Oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire on se rend compte qu'il n'est plus possible d'être député pour obtenir ne serait-ce qu'une autonomie ou une reconnaissance. On prend une autre voie particulière. Vous avez cité, Delphine Gardet, Gaston Monnerville, grande figure de la République, qui raconte ici sa découverte du racisme. Je n'ai pas ressenti, moi, enfant et étudiant, les effets du racisme. Je mentirais en disant le contraire, car en Guyane française, il n'y avait pas de racisme. Pour une raison d'ailleurs très simple. Depuis 1854, il y avait une institution odieuse qui avait été instaurée en Guyane française qui s'appelle le bagne. Et qui étaient ces bagnards? C'était des Blancs, de mauvais garçons, comme on disait, condamnés dans tous les coins de France et envoyés là-bas en expiation. Cela ne donnait pas une belle image de la supériorité éventuelle du blanc sur le noir, cela va de soi. Je parle de fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas connu le racisme en Guyane française, ça n'existait pas. Savez-vous quand je l'ai connu? Eh bien, je l'ai connu après l'armistice de 1940, lorsque les Allemands ont occupé la France. Et j'ai appris qu'à Vichy, beaucoup d'hommes, aussi bien des Africains du Nord, que des Sénégalais, des Africains noirs, que des compatriotes à nous des 4 vieilles colonies, venant d'être démobilisés, se voyaient refuser la possibilité de franchir la ligne de démarcation pour rejoindre leur foyer et leur famille qui se trouvaient en zone nord. Alors je suis monté à Vichy. Et c'est là que j'ai vu de mes yeux les affiches placées disant « Interdiction de passer aux Africains du Nord, aux Noirs, aux Socialistes et aux Martiniquais ». Et là, le racisme est découvert par Gaston Monnerville, qui s'exprimait en 1975. Donc, Gaston Monnerville, député, sous-secrétaire d'État, ministre, et puis président du Sénat. Donc, un personnage, une vraie figure de la République. Carole Reynaud-Paligot, ici, nous avons toute cette réflexion à avoir sur comment faire changer les choses par l'action politique, en suivant les possibilités offertes par la République, c'est-à-dire l'élection et puis l'action. Alors, nous parlons beaucoup des députés, mais à tous les échelons de l'administration, en tout cas des postes électifs, il est possible de faire bouger les choses. Oui. Mais le racisme est toujours présent. Oui, c'est toute l'ambiguïté de cette Troisième République, et ça se poursuit encore en partie sous la Quatrième. Mais ce qui est intéressant de voir, oui, c'est qu'il y a des parcours exceptionnels qui sont permis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ségrégation, un apartheid qui exclut toute mobilité sociale. Mais cette mobilité sociale, elle est freinée le plus possible. C'est-à-dire qu'on entrouvre la porte, on en laisse passer quelques-uns, des figures exemplaires qui illustrent cette méritocratie républicaine et qui vont permettre de nourrir la rhétorique. Regardez, nous, les Français, on n'est pas racistes, puisqu'on a des élus, des députés de couleur. Donc ça nourrit la République, la rhétorique républicaine, ça nourrit un mythe, le mythe d'une France généreuse, universaliste, antiraciste. Et ça masque finalement la réalité la plus flagrante, c'est-à-dire un système de domination coloniale qui recourt au travail forcé, qui n'est aboli qu'en 1946, grâce à un député de Léopold Sédar Senghor, Houphouët-Pagny,
qui en Côte d'Ivoire va prendre le sujet en main. Donc c'est une privation de droits réels. C'est un système extrêmement répressif. Et ces quelques figures, cherchent à détourner l'attention, à prouver que la France est généreuse et antiraciste, alors que la réalité du terrain est tout à fait différentes. Donc voilà, là on est en plein dans la rhétorique, et cette culture raciale, en fait, elle était extrêmement présente. Et c'est intéressant de prolonger un peu les exemples dans le temps et de voir comment des intellectuels comme André Siegfried vont continuer cette rhétorique. C'est-à-dire que André Siegfried, donc en 2 mots, c'est le fondateur de la science politique en France, et donc à Sciences Po Paris, à la Fondation nationale des sciences politiques, le créateur, etc. Donc un intellectuel extrêmement emblématique qui, dans ses ouvrages des années 1930, mais jusqu'à la fin de sa vie, les années 50-60, continue à dire que les Noirs sont différents, qu'ils n'ont pas des capacités intellectuelles, qu'ils ont des capacités physiques. Enfin, on est en plein dans le racialisme de la Troisième République, là, sous la plume d'un grand intellectuel. Mais il dit que, certes, quelques figures exceptionnelles peuvent devenir députés, médecins, avocats. Donc, il y a des exceptions à une règle. Donc, vous voyez comment cette contradiction et cette ambivalence perdure dans le temps, cherchant finalement et continuant à nourrir cette idée d'une France universaliste et généreuse. Avec ici ces racismes multiples, nous l'entendons bien, les racismes, on l'a dit aussi, qui regardent du côté de l'Indochine, du côté de Madagascar, mais qui laissent la possibilité à des individus, alors souvent issus des élites de Madagascar ou d'Indochine ou d'ailleurs, de parcourir ici des voies qui permettent d'accéder à des formes, pas tant de pouvoir, mais de prise de parole avec la légitimité de l'élection. Delphine Gardet, ces figures-là sont importantes parce que c'est autant de propositions qui nous font regarder d'une autre manière notre passé, et ce passé extrêmement complexe. La République entièrement raciste, c'est clair, c'est lisible, on comprendrait. La République complètement ouverte, c'est clair, c'est lisible, on comprendrait. Mais là, on est entre les deux. Oui, mais peut-être qu'il faut quand même dire que certains, certes, appartiennent à des familles plus aisées, mais beaucoup viennent de conditions complètement, qu'on pense à Louisie Mathieu, qu'on pense à Bellé, s'émancipent depuis des positions absolument de soumission et de domination totale. Et si on revient sous la Troisième République, l'école va jouer un rôle, mais d'abord l'école des curés. Dans l'histoire de Senghor, lui vient plutôt d'une famille, son père est assez fortuné, il possède de nombreux troupeaux, des terres, et donc il est élevé dans une famille un peu syncrétique avec une petite tendance. Enfin, c'est compliqué la question de la religion ici, mais on l'envoie à l'école des prêtres bretons, puis au lycée de Dakar, puis au lycée à Paris. Mais si on prend par exemple Monerville, lui et son frère peuvent finalement faire le début de leur scolarité avec des maîtres qui leur ressemblent, parce qu'il y a déjà eu des maîtres qui ont été formés à leur image et qui peuvent enseigner, ou des professeurs de lycée, qui ne sont pas tous blancs justement. Et puis ils sont tellement bons qu'ils sont boursiers, ils obtiennent tous les deux à un an d'intervalle une bourse pour aller faire le secondaire à Toulouse. Et ils se retrouvent tous les deux frères, coincés à Toulouse pendant la Première Guerre mondiale, avec d'autres, comme on disait, coloniaux de l'Empire. Et donc ces circulations, il y a plein, l'école William Ponty, par exemple, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, va former, à partir du fin 19e, début du XXe siècle, tous ces cadres, ces petits cadres, petits fonctionnaires, instituteurs, puis médecins, qui vont finalement former la classe sociale de ceux qui n'ont pas les mêmes diplômes que les Blancs et les Européens, les colons, mais qui, en fait, prennent des voies d'ascension sociale très importantes. Carole Renaud-Paligo. Oui, en fait, il y a eu des bourses, mais il y a eu très très peu de bourses. Donc c'est que la porte s'entrouvre, on en laisse passer quelques-uns. On leur accorde des bourses, donc là on est dans la méritocratie républicaine, tout va bien, mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'il y a eu très très peu de bourses accordées, très très peu de possibilités d'ascension sociale pour ces populations colonisées. Et en même temps, il faut apporter aussi un petit peu des nuances, c'est-à-dire que on dit la République, les républicains, mais quand on va dans les archives coloniales, on s'aperçoit qu'il y a eu des attitudes différentes. C'est-à-dire qu'on voit par exemple
exemple, un Georges Hardy, qui était très très présent dans le système colonial français pendant plusieurs décennies, qui lui cherche à freiner le plus possible l'accès à l'enseignement secondaire et encore plus à l'enseignement supérieur. Donc là, on voit bien la restriction de la méritocratie. Et puis de temps en temps, il y a un fonctionnaire colonial qui va, lui, être un peu plus généreux et laisser accorder une bourse. Parce que les bourses, on les accordait surtout dans les domaines dans lesquels on en avait besoin, c'est-à-dire on en avait besoin de quelques médecins, mais surtout des infirmiers, ça suffisait. Donc l'école de médecine, quand elle a été créée à Dakar, elle était très peu ambitieuse. Et puis on avait besoin aussi des vétérinaires. Donc il y a eu beaucoup de bourses qui ont été accordées pour faire des écoles de vétérinaires en France. Et de temps en temps, et c'est la chance de Léopold Sédar Senghor, eh bien on a accordé à des littéraires la possibilité de le droit de venir en France. Mais ça a été totalement exceptionnel. Pour illustrer cette complexité, je vous propose un extrait du documentaire Le talent d'Achille, un documentaire France Télé. Nous allons entendre ici Dominique Chatouan, qui est historien, qui est l'auteur de Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race. Histoire, avec un S possible, d'un siècle de doute sur le racisme en France. Écoutons ici ce documentaire autour de la figure d'Achille René Boisneuf, député de la Guadeloupe de 1914 à 1924. On a besoin d'avoir la sympathie du président Wilson pour obtenir les meilleures conditions possibles. Les Américains ont été très bien accueillis en 1917, mais les Français sont de plus en plus lassés de la présence américaine en France. Et effectivement, on reproche à l'Américain d'être quelqu'un de violent et de maltraiter les populations noires. Dans ce contexte survient le meurtre d'un Guadeloupéen, Saint-Éloi Théophile Etils, par un officier de la 266e Military Police, un MP, qui disait avoir confondu le Guadeloupéen avec un déserteur américain et noir, et il a été abattu d'une balle dans le ventre à bout portant. Il est décédé quelques minutes après le coup de feu. Boisneuf intervient à la Chambre pour dire qu'il a à entretenir ses collègues de quelque chose de très grave. Et on lui fait comprendre que ça n'est pas à l'ordre du jour. Il dit « Les membres du gouvernement viennent me voir pour me demander d'ajourner mon interpellation ». Alors ce qu'il trouve comme stratagème, c'est de reprendre une note confidentielle in extenso à la Chambre des députés. Et donc, tous les députés peuvent entendre que l'on conseille aux officiers français de ne pas montrer trop de sympathie vis-à-vis de leurs collègues officiers noirs, qu'ils soient français ou américains, et en sont assez émus. Et c'est pour cela que le journal L'Ouest éclair écrit « Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race ». Et c'est un témoignage de l'idée très forte en France, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que finalement, les préjugés raciaux n'existent pas. Ça ne correspond pas à la normalité. La normalité, c'est qu'en France, on ne connaît pas vraiment le préjugé de race, il n'y a pas vraiment de racisme, etc. Nous qui ne cultivons pas le préjugé de race, c'est donc aussi l'ouvrage de Dominique Chatouan, Histoire d'un siècle de doute sur le racisme en France, c'est aux éditions du Félin. Delphine Gardet, ben voilà, c'est ça aussi toute la problématique. Nous ne sommes pas racistes, ça n'existe pas, de toute façon. Oui, alors ça c'est vraiment une thématique qu'on voit très bien apparaître après la Première Guerre mondiale, et ça revient un petit peu sur les éléments qu'on a discutés tout à l'heure sur la différence France-Amérique. C'est vrai que, comme James Baldwin va l'écrire, le grand romancier américain, ce que découvrent les Américains, et notamment les troupes américaines, afro-américaines qui débarquent pendant la Première Guerre mondiale comme pendant la Seconde, c'est une non-ségrégation, c'est-à-dire qu'ils ont droit d'accéder aux espaces publics, d'aller dans les cafés, de prendre le bus, etc. Évidemment que les contingents et les militaires américains, eux, exercent un contrôle extrêmement fort, non afro-américains, sur ces troupes, et que certes, on a des traces historiques, et ça a été étudié par toute une série de collègues, de traces de commandants ou de généraux français qui s'étonnent du racisme exercé par... Bon, mais symétriquement, en fait, il y en a quand même toute une série de faits pas tout à fait tout à fait positifs pour les autorités françaises et même militaires. Et on a aussi ce traitement des troupes coloniales qui est tout à fait spécifique, qui est un traitement qui est défavorable puisqu'on a des corps qui sont spécifiques avec des conditions défavorables. Et donc, au fond, on a
certes une différence dans la non-ségrégation, on pourrait dire, qui n'empêche pas un rapport colonial, donc très clair, quand on démobilise, on ne donne pas les soldes, donc il y a le massacre de Tirawaï après la Seconde Guerre mondiale, donc on peut reprendre son rôle d'impérial et colonisateur pour disposer finalement de ses troupes, et puis les abattre, le cas échéant, si elles ne se soumettent pas. Donc on voit cette complexité, mais c'est vrai qu'il y a toute une utopie américaine qui se constitue dès l'entre-deux-guerres et qui se réitère après les années 50, d'un espace de liberté qui est une expérience concrète pour ces élites et pour les hommes de rien, puisqu'il y a aussi pas mal d'hommes qui restent pour travailler en Europe, parce que ici en Europe et en France, on n'a pas une ségrégation explicite. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de ségrégation. Et Carole Reynaud-Paligo, c'est un peu ce paradigme complexe, on l'a bien dit, qui fait qu'un Jules Ferry peut vanter la colonisation avec une vision raciste parce que c'est pour apporter que des bonnes choses. C'est la mission civilisatrice. C'est ça. La République n'est pas raciste. Et la preuve, il y a des députés noirs. Et la preuve, il n'y a pas de ségrégation. Mais malgré tout, le racisme est omniprésent. Oui, il s'exacerbe dans les colonies, puisque c'est là que sont présents, contrairement aux États-Unis, on n'a pas eu d'arrivée massive sur le territoire métropolitain de populations africaines, donc c'est ce qui nous différencie, c'est ce contexte historique qui est profondément différent. Mais après, évidemment, dans le domaine colonial, le racisme était une réalité, il a donné lieu à des pratiques extrêmement discriminatoires, donc là, on peut difficilement le contester. Et puis, il a nourri des imaginaires. Donc, si on revient en métropole, certes, on n'a pas la ségrégation, mais on a des imaginaires et des visions extrêmement différentialistes des races et de leurs aptitudes et une essentialisation de tout ça. Et nous en sommes les héritiers. Hélas. Merci vivement à toutes les deux. Delphine Gardel-Lecornuar de la République, de l'esclave au député, et vous, Carole Reynaud-Paligo, entre autres, l'école aux colonies. Je le dis parce que vraiment, c'est utile pour nous aujourd'hui pour saisir l'actualité et cette omniprésence, voire résurgence du racisme, d'apporter un regard historique. La série du cours de l'histoire Racisme, une histoire est à retrouver sur franceculture.fr et en podcast sur l'appli Radio France. Ni physiquement, ni moralement, ni intellectuellement, on ne peut faire entre les peuples de la Terre de discrimination. Depuis longtemps, les savants ont montré que la notion de race, c'est-à-dire de groupe défini par des caractères physiques homogènes, ne correspondait plus à l'état actuel de l'humanité, dont des mélanges millénaires ont fait un conglomérat de métis. C'est Paul Rivet qui s'exprimait, médecin, ethnologue, qui est à l'origine de la création du Musée de l'Homme, et il s'exprimait dans le cadre d'une action de l'UNESCO en 1950. Et là, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bois à la technique, Grégory Wallon, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Luce Mourant et Maïwen Guiziou. Émission écoutée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.